il y a un moment dans l'histoire des sciences où la nature s'est révélée comme un maître impitoyable. Alfred Russel Wallace, souvent éclipsé par Charles Darwin, comprenait cette relation. Sur les rives luxuriantes de l'archipel malais, il savait qu'il allait découvrir des vérités bouleversantes. Il semble que dans toutes les parties du monde, les relations des espèces sont de la même nature, avait-il écrit. Ces mots résonnent comme un écho de son expérience dans un environnement vibrant. Nous sommes en pleine période victorienne, marquée par des découvertes fascinantes et par une rigidité intellectuelle. En Angleterre, la pensée religieuse affrontait une science en ébullition. L'idée d'évolution était excitante, mais terrifiante. Wallace, voyageur passionné, s'élance dans l'archipel malais, un lieu aux écosystèmes parmi les plus riches du monde. La curiosité de Wallace l'emporte sur ses doutes. L'archipel était un laboratoire naturel. Une biodiversité sans pareille s'offrait à lui, et chaque spécimen qu'il collectait devenait une pièce d'un puzzle évolutif. Les discussions sur la sélection naturelle alimentaient les débats scientifiques, et Wallace s'engageait à explorer cette nouvelle pensée. Avec un esprit curieux, Wallace observa des oiseaux éclatants, des insectes bizarres et des orchidées envoûtantes. Chaque interaction avec la nature n'était pas uniquement une observation, mais une immersion dans les lois de l'évolution. Il réalisait que les différences d'environnement impactaient directement la diversité des espèces. Il réfléchissait. Comment ces variations pouvaient-elles être expliquées? Wallace s'éloignait peu à peu des conventions de son époque. Au fur et à mesure que ses découvertes s'accumulaient, il conceptualisait des théories nouvelles. Ce voyage, loin d'être une simple collecte, devenait une introspection sur le sens de l'évolution. C'était une période d'intense découverte personnelle, cruciale pour le développement d'une théorie révolutionnaire. Wallace, témoin privilégié de la nature, était sur le point de faire une contribution significative à une théorie qui allait redéfinir notre compréhension de la biodiversité. Sa capacité à comprendre les interrelations entre espèces et leur environnement le rendait emblématique, son héritage perdurant dans la biologie moderne. Alors que Darwin rassemblait ses réflexions, Wallace, dans l'archipel malais, se plongeait dans un questionnement sur la diversité des espèces. Bien que souvent dans l'ombre de Darwin, Wallace était un naturaliste de génie. Ses voyages à travers cet archipel lui permirent de collecter des milliers d'échantillons, observant les nuances des plumes, l'étrangeté des plantes et la complexité des relations entre espèces. L'un des moments marquants de son séjour fut son expérience à Ternate, où il découvrit une concentration incroyable d'espèces endémiques. Ternate, petite île volcanique au cœur de l'archipel, était une mosaïque de forêts tropicales, de plages de sable fin et de montagnes imposantes. Wallace se promenait dans cet écrin de verdure, écoutant le chant des oiseaux et l'incessant bourdonnement des insectes. Il se souvenait avoir été émerveillé par les couleurs flamboyantes des perroquets et la diversité fascinante des papillons qui dansaient autour de lui, chacun se disputant le nectar des fleurs tropicales. C'est dans ce contexte luxuriant qu'il commença à penser à la sélection naturelle, notant que certaines espèces semblaient mieux adaptées à leur environnement. Ses réflexions prenaient forme dans son esprit, des pensées audacieuses que peu d'autres osaient articuler. Tandis qu'il observait un colibri se frotter à une fleur, il comprenait que la nature était un jeu de hasard et d'adaptation, une danse délicate entre survie et reproduction. Ce moment de clarté le poussait à écrire un essai posant les bases de la sélection naturelle comme mécanisme fondamental du changement évolutif. Les liens entre environnement naturel et idées scientifiques étaient essentiels à sa pensée. Wallace comprenait que la diversité de la vie sur Terre était le résultat d'un long processus d'adaptation. Il se remémorait ses lectures des théories de Lamarck et de Lyell, mais il savait qu'il était sur le point de briser le moule avec sa propre compréhension. Ignorant qu'il croiserait bientôt le chemin de Darwin, il poursuivait ses recherches, fasciné par la richesse des espèces qui l'entouraient. Chaque jour était une nouvelle aventure, chaque échantillon une pièce ajoutée au grand tableau de la vie. En 1858, une série de lettres à Darwin scella son destin. Wallace, sans connaître les travaux de Darwin, rejoignait des conclusions étonnamment parallèles. Il avait pris grand soin de collecter des données, à la fois précises et variées, sur les espèces qu'il étudiait. Dans une lettre datée du 18 juin 1858, il décrivit sa théorie sur la manière dont les variations dans les espèces avaient émergé, et comment celles-ci étaient influencées par leur environnement. Cette période était marquée par des tensions pour l'histoire des sciences. Darwin, travaillant sur l'origine des espèces, se trouvait face à un défi et une opportunité avec le courrier de Wallace. Cette rencontre intellectuelle allait redéfinir l'histoire. La tension qui émanait de la correspondance entre ces deux esprits brillants était palpable. Wallace, avec son esprit pragmatique, se trouvait à un croisement. D'un côté, il croyait fermement en ses découvertes, mais de l'autre, il savait que la science, en tant que discipline, avait besoin d'un cadre plus large pour être acceptée par la communauté académique. Darwin, quant à lui, se trouvait dans une position délicate, ayant mis des décennies à développer sa propre théorie. La confrontation entre les deux visions ne pouvait être que riche en implications. La présentation conjointe de leurs découvertes, organisée à l'Association britannique pour l'avancement des sciences en juillet 1858,
marquera la naissance officielle de la théorie de la sélection naturelle. Ce moment historique a eu lieu à Londres, dans une atmosphère électrique où les esprits les plus brillants de l'époque s'étaient réunis. Wallace, malgré son humble origine, rivalisait avec Darwin, prouvant que passion et curiosité peuvent engendrer le changement. Les découvertes de Wallace, influencées par les luttes et les beautés de la nature, façonnaient une nouvelle compréhension du monde. Leur collaboration n'était pas qu'une rencontre de deux esprits, mais une révolution scientifique. Leurs idées, bien que formulées indépendamment, convergèrent en une seule grande théorie. Wallace et Darwin révélèrent que l'humanité, loin d'être au sommet d'une hiérarchie divine, faisait partie d'un continuum évolutif. Leur héritage est omniprésent, soulignant l'importance de respecter notre environnement. Wallace lui-même avait déclaré un jour : « Il n'y a pas d'être créé tout fait, tous sont le produit d'un long processus d'évolution qui a duré des millénaires. » Cette vision, bien que dérangeante pour certains, ouvrait la voie à une compréhension plus nuancée de notre existence. Les découvertes de Wallace ne se limitaient pas à des théories abstraites, mais s'accompagnaient d'observations concrètes qui sous-tendaient ses réflexions. Par exemple, lors de ses expéditions, il s'était aperçu que certaines espèces d'oiseaux affichant des plumages plus vifs avaient une meilleure réussite reproductive. Ce phénomène l'a amené à se demander si ces traits colorés étaient le résultat d'une sélection sexuelle, où les individus les plus attrayants parvenaient à attirer plus de partenaires. Cette connexion entre l'observation empirique et la théorie scientifique était l'une des caractéristiques marquantes de son approche. En effet, Wallace était un observateur minutieux. Lorsqu'il se promenait dans les forêts denses de Bornéo, il notait scrupuleusement les interactions entre différentes espèces. La façon dont les fourmis protégeaient les pucerons des prédateurs, formant une alliance symbiotique, l'aurait conduit à concevoir des concepts d'interdépendance écologique que peu avaient envisagés à l'époque. Ces notes, souvent scribouillées à la hâte dans des conditions parfois difficiles, dévoilaient des vérités complexes sur les réseaux de vie interconnectés qu'il observait. En 1856, alors qu'il explorait les plaines de la rivière Amazone, Wallace a vécu un moment révélateur. Les changements de la flore et de la faune d'une région à une autre, même sur de courtes distances, lui firent prendre conscience de la puissance de l'environnement sur l'évolution des espèces. Comment une simple rivière pouvait-elle jouer un rôle si déterminant dans le développement de la biodiversité ? Wallace s'est alors rendu compte que les barrières géographiques pouvaient façonner des espèces et leur adaptation, renforçant ainsi ses idées sur la sélection naturelle. Ses rencontres avec les peuples autochtones de la région, qui lui ont raconté des histoires sur les animaux et les plantes, l'ont également marqué. Dans leurs récits, il percevait un profond respect pour leur environnement et une compréhension intuitive des cycles de la nature. Cela le fascinait, car cela confortait ses propres idées sur l'interconnexion entre l'humain et la nature. Par ailleurs, Wallace n'était pas exempt de luttes personnelles. En effet, il devait constamment jongler entre ses ambitions scientifiques et des difficultés financières. À plusieurs reprises, ses voyages furent interrompus par le manque de moyens pour financer ses explorations. Il se souvient d'une période où il a dû travailler comme enseignant pour subvenir à ses besoins, tout en continuant à alimenter sa passion pour la recherche. Cette lutte constante a renforcé sa détermination à prouver la validité de ses théories. L'année 1858, lorsqu'il a écrit ce fameux courrier à Darwin, a été un tournant majeur. Wallace, avec une clarté inébranlable, a décrit ses idées, sans se douter qu'elles rejoindraient les réflexions de Darwin, qui sommeillaient depuis des années dans un tiroir. La tension entre son désir de reconnaissance et la peur de ne jamais être pris au sérieux par ses pairs l'a poussé à formuler chaque mot avec soin. Sa lettre n'était pas seulement une exploration de la science, mais une quête de validation personnelle. La rencontre entre Wallace et Darwin ne fut pas simplement une coïncidence, mais un rendez-vous de deux destins, où chacun avait à cœur d'explorer des vérités qui allaient transcender leurs époques. Wallace voulait non seulement apporter de nouvelles idées, mais aussi se faire entendre dans un monde intellectuel dominé par des figures déjà établies. Ce besoin d'être reconnu le motivait à chercher des preuves solides pour soutenir ses idées, et il était prêt à défendre ses convictions, même face à la résistance. Alors que leur présentation conjointe au sein de l'Association britannique pour l'avancement des sciences s'annonçait, une atmosphère d'anticipation enveloppait la salle. Les membres de l'association, des scientifiques éminents et des érudits de tous horizons, attendaient avec impatience d'entendre ces propositions audacieuses. Wallace, conscient de la gravité de ce moment, ressentait le poids de l'histoire sur ses épaules. Il se tenait à côté de Darwin, un homme qui avait consacré sa vie aux mêmes questions, et il était à la fois honoré et nerveux d'être là. Leur coopération et la publication subséquente de l'origine des espèces marqueraient une avancée décisive dans la compréhension de la nature. Cette œuvre, bien que largement reconnue aujourd'hui, a dérangé des esprits conservateurs de l'époque. Les répercussions de leur découverte allaient au-delà de la biologie et s'élevaient au rang de discours philosophiques et éthiques sur la place de l'homme dans l'univers. Après la publication, un tollé s'est élevé parmi les clergés et les traditionalistes. Wallace, bien qu'il ait été le coauteur de cette révolution, ressentait parfois l'angoisse d'être mal compris. Ses idées sur l'évolution,
bien qu'elles étaient en phase avec des observations empiriques, se heurtaient à des croyances profondément ancrées. Dans ses écrits, il exprima une réflexion sur la responsabilité morale de l'humanité vis-à-vis de la nature. Il comprenait que la connaissance comportementale des espèces était essentielle, non seulement pour la science, mais aussi pour l'avenir de la planète. Wallace avait appréhendé que la destruction de l'environnement risquait de nuire aux équilibres délicats qu'il avait étudiés. Dans ses explorations, il avait également observé les pratiques destructrices de l'homme sur ces écosystèmes fragiles. En Indonésie, il remarquait comment la déforestation et la surexploitation des ressources naturelles compromettaient la survie d'espèces uniques. Il avait compris que la relation entre l'homme et son environnement était interconnectée, comme le reflet d'une toile délicate où chaque fil compte. Ces préoccupations préfiguraient déjà les défis de l'écologie moderne, où l'impact humain sur la planète est de plus en plus controversé et visible. En cette époque d'incertitude, leur héritage est plus essentiel que jamais. Il nous incite à observer et apprécier la mosaïque de la vie qui nous entoure, rappelant que notre survie dépend de notre harmonie avec elle. Alors que nous nous engageons dans la biologie moderne, leur vision demeure un phare, éclairant notre quête de sens et de responsabilité. Leur recherche inlassable de la vérité, leur volonté de défier les dogmes établis, et leur respect pour le monde naturel résonnent plus que jamais dans un contexte de crise environnementale. L'héritage de Darwin et Wallace n'est pas seulement une série de théories, mais un appel à l'action. Il nous pousse à réfléchir aux liens que nous entretenons avec tous les êtres vivants. À travers leur parcours, un message fondamental émerge. La recherche de la vérité doit être ancrée dans notre capacité à écouter la nature. Notre défi est de devenir des gardiens de la planète, en poursuivant cette exploration, en questionnant notre place et en agissant pour la préservation de notre Terre.